Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, vous avez le chapitrage dans la barre YouTube, pareil en description. En description, vous avez aussi un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe et des meilleurs. C'est le premier mes lectures de l'année sans le marathon Astérix qui s'est terminé dans le précédent mes lectures. On a terminé ça, ça y est, c'est enfin terminé Astérix. On passe à autre chose et on en parlera surtout l'année prochaine. On parlera de Hellboy et des Chroniques de la Lune Noire, ou Lune Sombre, je ne sais plus. En tout cas, Hellboy, c'est sûr. Voilà, il y aura une vidéo bilan un petit peu de ça de Astérix en faisant mon top 10 des BDD préférés. Voilà, je bafouille un petit peu, on va arrêter cette introduction qui est un petit peu longue. Pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible et à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Voilà, on commence maintenant et on attaque avec Astro Boy. Comme d'habitude, ça fait maintenant 5 semaines qu'on parle d'Astro Boy, plus que 2 semaines et on aura fini de découvrir l'anthologie de Astro Boy. Alors, ce tome 5, il y a deux histoires. Le robot le plus fort du monde qui est ce pourquoi j'ai un petit peu commencé, enfin j'ai acheté et j'ai voulu commencer cette anthologie Astro Boy et Astro Boy versus contre Galon. Encore une fois, si vous voulez savoir quand est-ce que c'est sorti et savoir un peu plus sur Astro Boy, je vous conseille la vidéo de Dark Juju sur Astro Boy, où en plus il y a tout un PDF dedans, où avec quand est-ce que sont sortis chacun des bouquins. Le robot le plus fort du monde est sorti en 1964. Galon, enfin contre Galon, c'est sorti en 1962, alors j'ai plus le mot exact. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, l'arc, le robot le plus fort du monde, qui fait quand même 180 pages, donc c'est quasiment un tome de manga entier, c'est un manga qui a été adapté par un autre grand mangaka qui s'appelle Naoki Urasawa, qui a fait Pluto, qui s'inspire en fait de l'arc du robot le plus fort du monde, qui reprend le principe qu'il y a un robot très fort qui veut tuer tous les autres robots les plus forts, dont Astro, et donc il va affronter un à un les robots les plus puissants du monde, avec beaucoup de Naoki Urasawa dessus, parce que finalement, maintenant que j'ai lu le manga d'origine, et que j'avais encore un petit peu en tête celui de Naoki Urasawa, je le savais, ça se voyait qu'il y avait des points précis de l'histoire qui étaient très Naoki Urasawa, le fait qu'il y ait des passages avec des histoires un petit peu bizarres, où on va découvrir la vérité par bride, les personnages qui ont des sentiments très prononcés, des physiques très prononcées, c'était sûr et certain que c'était très Naoki Urasawa. Et c'est marrant, c'est que maintenant que j'ai lu l'œuvre d'origine, je vois certains personnages qui sont très minime dans le manga de Tezuka, qui prend une ampleur un peu plus importante dans l'œuvre de Urasawa, avec voilà, son coup de crayon et sa façon d'écrire. Notamment, il y a l'histoire de... Alors, je crois que c'est Héraclès et Brando, donc le grec et le turc, qui... il y a un moment, il y a Héraclès qui vient parce que Brando s'est fait tuer dans le manga, et Héraclès arrive et dit «Ah, t'as tué mon ami!» Dans le manga de Urasawa, cette amitié, on la ressent parce qu'il y a plusieurs chapitres avant la mort de Brando, si je dis pas de bêtises, c'est Brando, qui montrent leur amitié. Et donc quand il meurt, t'as encore plus ce sentiment d'amitié. Alors après, il les a quand même plus humanisés parce que dans la version de Urasawa, de Tezuka, les robots, c'est vraiment des robots. Alors que dans l'œuvre de Tezuka, enfin, dans l'œuvre de Urasawa, c'est les robots, ils ont comme un visage humanoïde. Ils ont une apparence humanoïde et ils peuvent avoir des armures pour devenir un peu plus robotiques. Là où dans Astro Boy, c'est vraiment des robots, ils n'ont pas une gueule d'humain. Pareil, Gesicht, qui est donc le personnage emblématique de Pluto, c'est cet inspecteur allemand. Dans l'œuvre de Tezuka, il dure 10 pages à tout casser. C'est voilà, c'est impressionnant. Et alors, pareil, il y a des passages très importants de l'œuvre, notamment quand Uran rencontre Pluto, qui sont très différents, mais qui sont quand même présents dans l'œuvre de Tezuka. Donc vraiment, si vous avez kiffé Pluto de Urasawa, lisez au moins le tome 5. Franchement, après, si vous voulez savoir un peu plus sur Astro Boy, lisez les autres anthologies, mais pour moi, c'était celui qui m'intéressait le plus, et clairement, c'est peut-être pour l'instant le meilleur tome de cette anthologie, parce que voilà, c'est là un arc de fou furieux, il y a des plans de fou, les combats sont stylés. Euh, Ensuite, le deuxième chapitre, qui est un peu plus court, contre Galon, c'est sympathique pour s'intéresser un peu à l'univers étendu de Tezuka, parce que Galon, c'est un personnage qui apparaît dans plusieurs œuvres. Je crois qu'il apparaît dans Ambassadeur Magma, si je dis pas de bêtises, peut-être dans Big X aussi, mais j'ai un doute. Big X, je suis vraiment pas sûr. Ambassadeur Magma, je me souviens du tome 2 où on voit Galon, et je crois même qu'il y a des mangas Galon, et je crois même que chez Isan, ils vont sortir un manga Galon, mais peut-être que j'ai une grosse connerie, et que je m'avance, ou peut-être que je viens de vous divulguer un truc qu'il fallait pas que je dise, mais
Je crois que ça devrait sortir, ou peut-être que j'ai une grosse connerie, mais en tout cas, le tome 5 de l'anthologie de Kana, enfin de Astro Boy chez Kana, très très bon. On continue avec Kana parce que mine de rien, ils ont sorti pas mal de choses ces dernières semaines, et tout d'abord, le tome 6 de Kowloon Générique Romance. Alors, je vais pas dire grand chose sur ce tome parce que ça continue dans la droite lignée de ce qu'était le tome 5, donc cette relation entre les personnages, même si ça commence à distiller plusieurs indices peut-être sur la conclusion, ou en tout cas la fin de la série qui s'approche tout doucement, ou alors le fait qu'il va y avoir un truc très dramatique parce que on dit que le Kowloon tel qu'on le connaît va disparaître. Alors est-ce que il va être rasé parce que économiquement on veut construire, je sais pas, des HLM? Est-ce qu'il va y avoir une météorite qu'on nous parle du futur? Je sais pas trop. En tout cas, c'est toujours aussi bien, moi je surkiffe. Je vais peut-être me relire les 5-6 tomes prochainement parce que je commence comme mine de rien à perdre quelques brides d'informations par rapport aux personnages. Et je pense que ça me ferait du bien de me rafraîchir la mémoire. En tout cas, Kowloon Générique Romance, très très bonne comédie romantique. Si vous connaissez pas, foncez, c'est vraiment bien. Lisez aussi Après la pluie du même auteur qui est tout aussi bien. Une petite pépite. On parle maintenant de Fire Force, tome 25. C'est le tome où, alors, comme je dis, hein, j'ai vu la vidéo, j'ai vu les scans il y a quelques temps. Quand j'ai rattrapé le manga, je me suis dit, allez, je vais lire la fin maintenant, je veux savoir la fin. Est-ce que je continue d'acheter les tomes ou est-ce que je m'arrête? Parce que c'est de la merde. Aller jusqu'au bout. Voilà, Fire Force, là, on arrive comme dans les tomes où l'auteur va dans des très très gros délires. Là, notamment, ce délire où on voit le monde d'avant. Donc, tout ce qu'on disait, qu'il y a eu le grand cataclysme, qu'il y a eu après la fondation de l'Empire Amaterasu avec ce fameux, cette centrale nucléaire qui nourrit tout le monde. Et on nous montre le monde d'avant, et le monde d'avant, c'est notre monde. Mais dans le sens, pas le 21e siècle, c'est les photos de notre monde. Et c'est hyper méta de dire que Fire Force est notre futur et les personnages viennent voir notre monde et notre monde est représenté en étant des photos de notre monde. Je trouve ça génialissime. Il y a un petit délire un peu évangélion avec un passage dans le film The End où pareil Shinji voit notre monde, il voit des vidéos de notre monde. C'est assez intéressant. En plus, il y a des délires avec les doppelgangers qui commencent à devenir un peu plus importants, avec le fait que ça a pris la place de Shiki, qui est devenu un peu rebelle, et que son doppelganger, c'est un peu l'image que les gens avaient de lui, où c'était une sorte de délinquant blond, décoloré, qui a des tatouages partout. Et ça va apparaître avec la suite, où on va avoir les combats contre les doppelgangers, qui commencent à apparaître à la fin de ce tome. Fire Force, mine de rien, c'est vraiment super bien. Là, l'auteur, il monte en puissance tout doucement. Alors, c'est monté en puissance Fire Force tout doucement mais sûrement, mais là, depuis quelques tomes, mine de rien, il escalade un peu plus, et là, ce délire avec Amaterasu, on arrive dans les derniers tomes, ça va être génialissime. Moriarty the Patriot, alors j'ai l'édition premier tirage, first print, primo lecteur. Je trouve que c'est bien ce que font les éditeurs pour les primo lecteurs, de leur offrir des petits trucs un petit peu inédits, parce que c'est vrai que souvent c'est les nouveaux lecteurs qui ont des bonus, comme les petits coffrets avec des chichichis en plus, que nous les primo lecteurs on n'a pas parce que on a acheté les premiers tomes. Donc voilà, c'est une super illustration, même si ça casse un petit peu le délire des illustrations où à chaque fois on a un allié de Sherlock Holmes et un allié de Moriarty, une couverture sur deux. Bon, après voilà, on va pas non plus pinailler. Donc c'est la fin de l'arc, la dernière enquête, mon dernier crime, si je dis pas de bêtises, son dernier crime, parce que ça y est, l'affrontement final entre Moriarty et Sherlock Holmes a eu lieu, donc avec tout ça sous le délire du grand incendie de Londres, donc la tour de Londres qui a brûlé et qui a un petit peu uni les Anglais. Finalement, c'était un petit peu ça l'objectif de Moriarty, c'est d'unir sous un même crime, un même danger et un même symbole les Britanniques, qu'ils soient de basse ou de haute naissance, donc les nobles et les prolos, pour protéger ce monument qui est la tour de Londres. Donc ils font une chaîne avec des seaux pour éteindre l'incendie. C'est vraiment cool, et donc après ça, on avance dans le temps de 3 ans, et donc on va arriver sur des nouveaux enjeux. Est-ce qu'on va... Maintenant, Moriarty va être dans l'ombre, et donc va continuer à faire des crimes, et Sherlock et, on va dire, le MI6 vont enquêter sur Moriarty, qui aura peut-être pris un autre nom. Je sais pas où ça va, parce que là, c'était vraiment parti sur une conclusion, et là, en fait, il y a encore 3-4 tomes au Japon, et vu l'ellipse, on va partir sur autre chose. C'est assez étrange, donc à voir avec le prochain tome. Alors maintenant, c'est un petit peu particulier parce qu'on va parler de Détective Conan, le tome 100, mais en plus j'ai l'édition collector, donc je l'ai déballé parce que franchement cette édition est super jolie. Alors, on va parler en 2 fois de ce tome 100. Déjà, on va parler de l'objet, et je trouve que Kana a fait un très bon boulot sur ce coffret tome 100. Et vraiment, il a un petit coffret en carton qui est bien solide, c'est un bon coffret, c'est pas juste un petit fourreau, c'est vraiment un carton avec un emballage. Dedans, on a
le tome, en plus avec un effet métallisé sur le tome recto verso, je reviens en parler juste après de ça. Dedans, on a un poster en tissu avec, qui représente, je crois, l'illustration qu'on a ici, avec Conan au milieu, Céline d'un côté, les hommes noirs de l'autre, franchement, super bien. On a 3 petits marque-pages, bon, qui sont pas non plus foufou, ils sont juste ça ressemble juste au symbole qu'il y a sous les tomes, donc une intro de serrure, et un pins, qui est donc ce symbole-là en pins, pour fêter le tome 100. Donc franchement, en termes d'objets, ils ont fait du super boulot. Je vais poser juste là, maintenant. Et vous l'avez vu, hein, les One Piece. Quand je me dis que l'un des mangas qui se vend le mieux en France pour fêter son tome 100, il y a juste eu un emballage en cuir qui s'est vendu à perpète et qui s'est revendu à un prix d'or, et je pense que celui-ci va aussi se reprendre à un prix d'or, mais je trouve que c'est quand même du moins gros foutage de gueule, parce que, mine de rien, je vais pas être blessé envers Kana, mais je pense que Conan ne se veut pas autant par palette entière qu'un One Piece, et c'est un peu dommage de se dire qu'un manga un peu moins brillant du grand public, sans dire qu'il est mauvais, hein, ils ont fait plus d'efforts qu'un manga qui est considéré comme le top 3, dans le top 3 des plus grosses ventes chaque année, en France, qui est le meilleur manga de tous les temps, etc. J'aime One Piece, hein, c'est un de mes mangas préférés, mais je trouve que la collector du tome 100 et tout ce qu'il y a eu avant ne rend pas hommage au tome 100 de One Piece, comparé à ce qu'ont fait les Italiens avec un super coffret de fou furieux. Et donc, pareil, je le dis, effet métallisé, qu'on n'a pas eu les trucs, recto verso, et il y avait un petit mot de l'auteur en plus, je crois que c'est de ce côté, non, c'est de l'autre, petit mot de l'auteur qui dit « Salut, c'est Gaucho, le tome 100 est enfin arrivé, 1169 histoires », alors il parle de chapitres, 306 affaires, et 17 913 pages dessinées. C'est énorme, donc franchement, Conan, super bien, vraiment, ce coffret en lui-même, encore une fois, je le trouve vraiment super bien. Canet a fait du super boulot. Alors, c'est vrai que c'est cher, c'est 15 €, mais je reconnais que c'est 15 € bien dépensés, là où j'avoue que les fourreaux, je les ai pris juste pour la frime, c'est tout. Ils sont pas bien dépensés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ce tome-là? Donc on a la fin de l'enquête du tome 99 avec le père de Conan qui doit révéler un crime et qui tombe malade, et donc quelqu'un doit le remplacer. On pensait que c'était Kaito Kid, et finalement, il s'avère que c'était en fait Vermouth, qui avait pris l'apparence du père de Conan, et donc on soupçonne que les hommes en noir commencent à se dire «Ouais, il est un peu dangereux, le père Kudo, on va commencer à le surveiller». Et ensuite, on a 6 pages, enfin 6 chapitres, d'une confrontation entre le FBI et les hommes en noir, avec André Camel qui est poursuivi par toute l'organisation. Il y a Vermouth, il y a Gin, il y a Vodka, il y a les 2 snipers qui lui courent après, il doit survivre, truc de fou. Et à la fin de tout ça, alors je trouve que ça c'est révélé un peu comme de la merde, c'est la révélation de qui est Rum, qui est donc l'arc entier. J'aurais préféré qu'on le découvre plus tard avec plus d'indices, parce que finalement, on n'avait pas tant d'indices de ça pour le découvrir, on savait juste qu'il avait un cache-œil, et donc bah 3 personnages avec un œil en moins étaient apparus pendant tout l'arc. Je sais qui c'était depuis longtemps, on me l'avait spoilé, donc j'espère qu'on ne me spoilera pas la suite ensuite. Donc j'étais un peu déçu de «Ah, c'est comme ça qu'on découvre ce qui c'est Rome». Un peu décevant, mais dans l'ensemble, toute l'enquête était fou furieux. J'ai surkiffé. L'enquête suivante avec Eiji et donc sa copine, sympathique, mais c'est voilà, c'est toujours ces petites enquêtes sur Eiji et sur Kazuha pour faire avancer leur histoire d'amour. Et j'aime bien, c'est qu'à la fin, l'auteur dit c'est vrai que dans Conan, il y a plein de personnages qui leur relation amoureuse a évolué, mais pas celle de Eiji et Hattori et sa copine. Je sais pas pourquoi. Juste, je suis un fils de pute, voilà. Non, je suis un peu méchant envers Gosho Aoyama, mais vraiment, c'était cool. C'était un super tome, et vraiment un super tome 100 avec bah, la confrontation face à Glin, et donc les hommes en noir, vraiment très très cool. Vivement les prochains tomes, ça va être de mieux en mieux Conan, là. J'espère qu'on aura encore 100 tomes comme ça, comme dirait l'auteur à la fin, mais c'était vraiment un tome très plaisant avec un très bel écrin. On reste encore avec Gosho Aoyama, parce que en même temps qu'est sorti le tome 100 de Conan, on a eu le droit à Wild Police Story, tome 1 et tome 2. Donc les 2 tomes, c'est une série en 2 tomes sur Rei Furuya et ses compagnons de l'école de police. Donc je trouve que alors là, je suis un peu plus désagréable, parce que c'est des bouquins vendus à 6 ou 7 € pièce, mais en fait, c'est des deux tiers, trois quarts de tome en fait, parce qu'ils font 150 pages, et que sur les 150 pages, t'as 50 pages, c'est des storyboards de l'auteur, donc c'est pas des trucs que tu vas lire forcément, et je pense que ça aurait été plus appréciable d'avoir un bouquin à 300 pages, qui regroupe tout, plutôt que 2 tomes. Alors après, je suppose que les Japonais disent non, non, c'est comme ça au Japon, vous sortez 2 tomes et puis basta, mais c'est vrai que c'est pour le prix, d'avoir un manga plus petit que la moyenne au prix fort, ça fait un peu chier.
Après voilà, je suis un pigeon, j'adore Conan maintenant depuis un an, donc j'ai pris. Donc Wild Police Story, c'est l'origin story de Rei Furuya, donc Zero ou aussi Bourbon, un membre des forces spéciales japonaises qui a infiltré les Hommes en Noir, on sait depuis quelque temps. Et donc tous ses compagnons, dont on va voir les petites aventures qui sont entre enquêtes policières, des moments émouvants, on va découvrir un peu leur origin story, où chacun a un petit peu un passé un petit peu trouble, et des moments d'émotion et de rigolade et d'enquête. C'est vraiment un super tome, enfin deux super tomes. J'avais vu un petit peu des épisodes qui passaient, parce que récemment, quand il y a eu le film qui est sorti, La fiancée de Shibuya, qui en plus fait interagir Rei Furuya et c'est l'origine de ses potes, parce qu'il y a toute une enquête autour de leur passé commun. Donc en plus il fait raccord entre Conan, parce qu'on découvre comment Conan les a croisés une première fois quand il était gamin, etc. C'est super cool. Donc il y avait eu des épisodes en même temps qui adaptaient Wild Police Story, donc il n'y aura jamais de série d'animé Wild Police Story, parce qu'en fait les deux tomes sont dans Conan. Il faut chercher les épisodes qui sont vraiment des épisodes en plus qui sont éparpillés. C'est pas à la suite, hein, c'est 3, 4, 5 épisodes à la suite. J'avais vu l'épisode sur leur chef d'équipe et donc l'histoire de son père qui était super cool. J'en avais vu un autre, je sais plus c'est lequel, mais voilà. Il y a 5-10 épisodes à droite à gauche. Faut les chercher sur ADN. Donc c'était vraiment cool. Et j'avais déjà vu le film, donc La fiancée de Shibuya, où on savait comment finissaient certains d'entre eux, sachant que sur les 5 qu'il y a ici, il y en a un, c'est le copain de, comment elle s'appelle, la fliquette, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Non, ouais, c'est ce tome-là. Je sais plus comment il s'appelle, mais enfin à la fin, où en plus on retrouve sa copine. Donc c'est Miwako, en fait, donc c'était le premier amour de Miwako, on sait comment il finit. Il nous avait dit qu'un de ses potes était mort, on sait comment il finit. Et Bourbon, il avait infiltré l'organisation noire avec quelqu'un qui s'est fait tuer par Akai, on sait comment il finit aussi. Et donc à la fin des deux tomes, on nous dit, ouais, machin va mourir comme ça, machin va mourir comme ça. Et j'avoue que j'ai eu des gros frissons à ce moment-là, parce qu'il y a ce moment où on te rappelle qu'ils sont tous morts sauf le Rei Furuya. T'es pas bien, tu te dis ah ouais, c'est vrai qu'en fait tous ses meilleurs amis sont morts. Et le mec il doit avoir la haine au fond de lui, des hommes en noir et de tout le monde. Donc vraiment, Wild Police Story c'est sympathique. J'espère qu'ils vont adapter Zero Tea Time, donc un petit spin-off un peu plus rigolo sur Bourbon, et donc Rei Furuya, qui travaille dans un magasin de thé et qui switch entre Bourbon et Rei Furuya et Zero, etc. Ouais, j'espère qu'ils feront ça, en tout cas. Wild Police Story, c'est sympathique, c'est en 2 tomes, c'est un petit spin-off sympathique, et il faut vraiment que je me prenne le dernier spin-off de Conan, de son univers, Apprenti criminel en 6 tomes pour l'instant, parce que je l'ai toujours pas commencé. Maintenant, on parle de Genesis, tome 4 aux éditions Vega Dupuis, et Genesis, je trouve que chaque tome est de mieux en mieux. Le tome 1, j'ai trouvé ça sympathique, le 2 était mieux, le 3 était vraiment cool avec, comme je disais la dernière fois, l'histoire où t'as Taiga qui explique comment les premiers hommes ont capturé des loups, les ont élevés, et avec les générations, l'évolution de ça, c'est devenu les chiens, et ça continue là-dessus. J'adore le début, ça commence avec cette bagarre pour leur survie entre lui et un combattant Homo sapiens, et j'aime bien, il explique, il fait ouais, c'est un combattant, c'est un chasseur, c'est un tueur, mais c'est pas un lutteur, c'est pas un mec qui a fait des arts martiaux. Alors peut-être alors, je ne sais pas du tout si à cette époque-là, il y avait, on va dire, une notion d'art martial chez l'Antiquité. Alors l'Antiquité, il y avait la lutte, tout ça, mais genre, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'ils étaient aussi approfondis, aussi entraînés, aussi scientifiquement entraînés, je veux dire, que savoir que tu prends ce petit doigt-là, tu fais ça, tu lui pètes le bras, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que Taiga, il a fait du jujitsu, ou de la lutte, je sais plus, enfin il explique qu'il a fait un art martial, et qu'il sait les points de pression, les points de contrôle, et comment paralyser quelqu'un en quelques secondes, juste en lui faisant une clé de bras. Donc il a cet avantage-là, même si le mec est plus fort que lui, à un moment, il fait une clé de bras, il lui fait un étranglement, il le met KO. Et après, il le ramène à la vie en lui faisant un peu de macheuse cardiaque. C'est super cool de voir ça. C'est comment le futur peut influencer, enfin, l'avancée futuriste, même pas technologique, mais juste sur le principe des arts martiaux, peut permettre de vaincre quelqu'un de l'Antiquité. Pareil, j'ai bien aimé tout le principe où à un moment il chasse qu'un animal, il capture une brebis, et en fait il plante la brebis pour boire son sang. On nous explique que ouais, à l'époque là on n'avait pas la culture du sel, donc juste prendre de l'eau salée et attendre qu'il y ait des cristaux qui se forment pour le racler et récupérer les cristaux de sel, ça n'existait pas à l'époque, parce qu'ils étaient un petit peu nomades. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait du sang, parce que dedans il y a les minéraux et du sel qui permettent le bon fonctionnement du corps. C'est super intéressant de savoir ça. Pareil, il y a toute l'histoire autour de la roue.
dire, bon, on a créé la roue, à la base, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Là, on a peut-être 100 000 ans avant, on sait pas comment ça va faire pour le futur. Peut-être qu'on aura fait trop un très gros gap dans le futur. Et eux, ils deviennent fous, les Homo sapiens, ils font, ouais, attends, on peut mettre plein de grosses charges, ça pèse que dalle, on peut avancer super facilement. C'est super intéressant, j'adore ça. Et si le manga continue là-dessus, sur on fait des explications sur les technologies, sur comment les homo sapiens vivaient, je vais surkiffer parce que vraiment, ça je kiffe. C'est vraiment ça qui me fait accrocher sur le titre depuis le début. Et là, vraiment, ça va dans la direction que j'aime. Et vraiment, Genesis, très bon tome. Et surtout qu'à la fin, il y a une grosse bagarre, il va y avoir une grosse guerre entre Homme Néandertal et Homo sapiens. J'ai hâte de voir ça dans le prochain tome. On passe maintenant à Isan Manga avec le 14e tome de Cobra The Space Pirate Cobra. Donc c'est le 14e tome centré sur le Rugball, hein. C'est un tome qui s'appelle Rugball. Donc le Rugball, pour ceux qui ne savent pas, c'est un arc qui a cartonné. Je sais que beaucoup de gens, c'est un truc de ouf pour eux, le Rugball. Donc c'est un mélange entre le baseball, le football américain, la boxe, la lutte. Les mecs, ils font du baseball, mais ils se tapent dessus. C'est n'importe quoi. Genre, la première fois que Cobra arrive, on lui dit « Viens te bagarrer, tiens, je vais te montrer c'est quoi le Rugball. » Donc, bon, l'histoire, c'est qu'il y a la copine pirate, enfin, fliquette de l'espace qui demande à Cobra d'enquêter sur la fédération de Rugball. Il enquête, super cool. Bon, c'est un arc que j'ai lu 2-3 fois en manga, l'édition noir et blanc chez Black Box. En animé, je l'ai vu plus d'une fois, c'est tellement un arc de fou furieux. Enfin, c'est pas si long que ça, finalement, c'est que 200 pages, mais j'avais pas souvenir qu'il était aussi long. Et c'est un truc de fou furieux, l'épisode, il est fou. Je sais qu'il y avait eu une adaptation, enfin, une idée d'adaptation qui s'appelait The Return of Joe Gillian, donc, qui est le nom que prend Cobra dans cet arc, qui fait que Rugball, c'est vraiment un arc emblématique de Cobra. Le redécouvrir en couleur, c'était vraiment plaisant. Franchement, moi j'adore. Encore une fois, hein, Cobra couleur, même des fois, je suis pas ultra fan de la mise en couleur. Pour l'époque, ça reste quand même hyper ambitieux. Redécouvrir Cobra, ça fait plaisir. Il reste plus que 3 tomes, mine de rien, parce qu'à la fin, on utilise, enfin, on nous donne. Il reste God Eyes et les 2 tomes sur Salamandar. Donc on finira la série sur Salamandar. Ce qui est un petit peu décevant, parce que Salamandar, finalement, c'est pas le grand ennemi de Cobra. Et en fait, finir avec ça, ça donne l'impression que c'était le grand ennemi. Parce que pour moi, ils auraient dû finir avec... Après, Issei n'a pas choisi, hein, il n'y a que 17 tomes en couleur au Japon. Mais ça aurait été plus cool de finir avec l'affrontement final entre Cobra et son ennemi toujours, Crystal Boy, parce qu'il y a eu un arc où il revient, et ça devient l'entité ultime démoniaque, et Cobra doit ramener... Enfin, c'est l'histoire avec la déesse, etc., qui ressemble un peu à Shiva, qui est dommage qu'il n'y ait pas dans cette édition-là, mais bon, comme j'ai l'édition noir et blanc de Black Box, je veux dire, je prends un petit peu ce qui m'intéresse entre les deux. Voilà, en tout cas, ça reste plaisant, Cobra, Rugball. Prenez-le, franchement, si vous connaissez pas Cobra, vous pouvez lire ce tome-là, il est... Bah, y a pas besoin de... Vous lisez les 2 premiers tomes de Cobra, l'édition couleur, après vous prenez ce que vous voulez, parce que les histoires sont quasiment indépendantes, et celle-ci encore plus. C'est pour ça qu'en plus, il y avait un projet de film, parce que c'est vraiment l'histoire la plus simple à adapter de Cobra. C'est juste enquête sur ça, baseball, bagarre, c'est cool, il y a des meufs. Voilà, c'est ça qu'on aime chez Cobra. Maintenant, on passe à Glénat, et tout d'abord, le 9e tome de Blue Giant Suprême. Alors, j'ai un doute, est-ce que c'est le vent-dernier ou l'antépénultième tome? Je sais plus s'il y a 10 ou 11 tomes de Blue Giant Suprême. En tout cas, on est proche de la fin. Le groupe a explosé, mine de rien, ils sont devenus très populaires. Et en plus, il y a une petite ellipse où au début, ils enregistrent un album et ça les catapulte à un niveau stratosphérique. Alors, très regardez quand même, on les voit progresser, devenir un peu plus célèbres dans le monde du jazz. Et donc là, on sent quand même que mine de rien, le groupe est devenu très fort. Et bon, sachant que il y a un 3e arc qui arrive normalement. Alors, je crois que Glénat l'a pas encore annoncé, mais en tout cas, après ça au Japon, il y a eu un arc qui s'appelle Blue Giant Suprême. Non, pas Suprême. Je sais plus c'est lequel. C'est pas Suprême, mais c'est le truc suivant où cette fois Dai part aux États-Unis et donc va sûrement faire une carrière solo. Donc, je suppose qu'il va quitter le groupe, que le groupe va se dissoudre. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça se finisse. Pas que ce soit mauvais, mais j'ai vraiment envie de passer à l'arc suivant, voir cette pérégrination aux USA, s'il reste 1 ou 2 tomes. Donc je pense qu'ils vont l'annoncer peut-être en début d'année prochaine, après la fin du tome 10 ou 11. Je sais plus combien il y en a exactement, je le mettrai ici, j'essaierai de m'en souvenir quand je ferai le montage. Et j'aime bien la couverture, parce qu'en fait, cette couverture-là, c'est la couverture de leur album. C'est quand j'ai vu le tome et qu'ils montrent la couverture du tome, leur album, j'ai fait, mais attends, tu sais, j'ouvre le tome, je refais, mais c'est la couverture du tome, et donc c'est super cool de se dire que là, on a la couverture de l'album entre les mains, à savoir, c'est le tome 9. En tout cas, voilà, Blue Giant, c'est super bien.
C'est toujours aussi bien, c'est vraiment prenant. Même si j'ai trouvé qu'il y a eu des hauts et des bas dans cet arc suprême, comme le premier arc, dans l'ensemble, ça reste plaisant. Et je vais peut-être me relire tout Blue Giant Suprême, pour l'arrivée de Blue Giant Extreme, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un gros doute sur le nom. Mais en tout cas, je sais que ça se passe aux États-Unis. J'en suis sûr et certain. Et pareil, je crois que c'est en 10 ou 11 tomes. Et je crois qu'il y a même un quatrième arc. Mais peut-être que je dis une grosse connerie là-dessus. Donc, encore une fois, je mettrai peut-être une annotation ici pour me corriger, me dire ta gueule, tu dis des grosses conneries. On parle maintenant de Tokyo Revengers, tome 20, avant-dernier tome de l'arc du Tenjiku. Je pensais vraiment qu'on le conclurait avec ce tome-là, et mine de rien, c'est toujours pas terminé. Donc, l'essentiel du tome, c'est la bagarre entre Kurokawa, donc le chef du Tenjiku, hein, c'est Kurokawa, c'est ça. J'ai eu un doute avec la maison d'édition, si c'est bien ça ou pas, et Mickey, il tape dessus. On découvre les origines de Izana Kurokawa, le chef du Tenjiku. Donc le fait qu'il a été un petit peu adopté comme petit frère du grand frère de Mikey, et qu'en fait, plus tard, il a découvert qu'il n'avait aucun lien de sang avec lui, finalement, c'était pas vraiment son grand frère, et surtout qu'il est tombé nu quand on lui a dit « Ouais, j'ai aussi un petit frère, t'es pas mon seul petit frère », ça l'a un petit peu chamboulé dans sa tête, et il avait un petit peu une envie d'être l'unique petit frère du grand frère de Mikey. Donc voilà, c'était c'était intéressant de découvrir ça, même si je le savais, que je les scanne. Donc c'était vraiment cool. Donc combat final, c'est fini. Très sanglant quand même, mine de rien, on est vraiment dans un délire proche de la mafia. Et ensuite, combat final, il va y avoir le combat, à chaque fois j'oublie son nom, Kisaki Akamichi, donc ça va être le prochain tome, la fin, l'affrontement final. Et alors j'aime bien, c'est comment Glenna le tease en me disant « Ouais, l'affrontement final, ça y est, c'est la fin !» Ouais, mais en fait, le manga est pas terminé, parce qu'il y a encore un autre arc. Alors que vraiment, ça sentait l'arc final. Mine de rien, comme je dis, je suis les scans de Tokyo Revengers, mais j'achète quand même les tomes. Je trouve que là, en ce moment, ça s'améliore un petit peu. Est-ce que j'ai envie de poursuivre en tome? J'hésite encore, mais j'avoue que là où comment se dirige le manga actuellement en scan, je vais peut-être continuer le manga. Juste pour là, actuellement, ça devient tellement bien, je trouve que ça a remonté tellement le niveau, mais il y a quand même, il va y avoir, allez, tome 22, 23, 24, 25, qui vont être un petit peu durs à tenir, c'est-à-dire on va avoir une année un petit peu, on va souffrir, parce que le début de l'arc suivant, il est quand même un petit peu mou du cul au début, mais à voir. En tout cas, Tokyo Revengers, très très bon tome. On passe maintenant au BD, on reste chez Glénat avec Hawkmoon. Alors, c'est une BD, alors ils appellent ça après Elric. Alors, je connais pas très bien l'univers de Michael Moorcock, donc qui est l'auteur de Elric et de Hawkmoon, mais je sais qu'en fait, toutes ces romans, je veux dire, ces BD, tous ces romans se basent dans une sorte de même multiverse, même univers partagé, et je crois que, alors si ma mémoire est bonne, c'est Ariok, qui est donc le dieu protecteur, qui donne son épée Stormbreaker à Elric, dit bien qu'il a d'autres champions dans d'autres plans de la réalité, sous-entendant qu'il y a tout un multiverse, et donc Hawkmoon se passe dans un de ces multiverses, qui est très proche du nôtre, parce qu'en fait, tout se passe en Europe, en France, et donc on va suivre Hawkmoon, qui est un chevalier. Alors, c'est très spécial parce qu'en vrai, j'ai pas tout compris. Je vais peut-être me relire l'album une deuxième fois parce que il y a tout un délire qui mélange heroic fantasy et futuriste parce que, genre, typiquement, le héros il est en armure, mais il se déplace en vaisseau. Ils sont à cheval, mais ils ont des pistolets laser. C'est très bizarre. C'est très chelou. C'est beaucoup moins compréhensible que Elric. Elric, autant. Heroic Fantasy pur et dur, très baroque, très sombre, avec des délires de dieux sorciers, contrôleurs de sang, pouvoir des dragons, etc. Mais ça restait facile à comprendre. Hawkmoon, c'est chelou. Genre, on nous parle d'un empire, en fait, c'est Londres, mais c'est une entité vraiment chelou. Enfin, tu vois Londres avec Big Ben, c'est devenu des châteaux très baroques, très futuristes, avec des vaisseaux spatiaux. C'est très spécial, Hawkmoon. Je sais pas comment elles sont les romans, il y a 7 tomes en tout. Là, en tout, ils ont prévu 4 tomes pour le premier cycle, donc qui sera sûrement le premier roman. Je sais pas trop, là, je vais peut-être me relire l'album une deuxième fois, parce que j'avoue que je suis pas hyper tenté par la suite, tellement c'est décontenançant. Tellement je suis un peu perturbé par cette lecture. Et on finit avec un comics, on finit avec le second tome de Fable de la collection Urban Nomade. Donc la semaine dernière, j'ai parlé de Invincible, je voulais parler de Fable, et finalement j'ai dit je vais pas faire deux comics en même temps. Donc la semaine prochaine, je parlerai de Transmétropolitan tome 2. Donc la collection Urban, je vous en ai parlé il y a quelques temps, donc c'est des comics à petit prix. 9,90 € pour à peu près 400 pages de comics. On va parler un peu plus de ce tome-là, donc il y a deux gros passages très importants. Le premier, c'est l'arrivée du petit chaperon rouge qui a quitté donc, le monde des fables
alors que pourtant il est dominé par l'ennemi. Donc comment elle a survécu à ça, on ne sait pas. Donc grosse bataille, en plus j'adore le délire avec les petits Pinocchio qui arrivent, et donc il y a toute une armée de Pinocchio qui viennent de l'autre monde, qui foutent grosse baston. C'était vraiment cool. Beaucoup de morts mine de rien, donc à voir le futur des fables par rapport à ça, parce que on est qu'au tome 2, il en reste encore 8, ça des fois est pas mal. Il y a aussi la grosse sélection entre le prince charmant et le roi Cole, et que le roi Cole perd, et donc le prince charmant est devenu le maire de la ville, ça va changer toute la donne pour tout le monde. Pareil, à voir comment ça évolue, parce que là, ça fait un gros changement dans le monde des fables depuis un siècle que le roi Cole était au pouvoir, ça bouleverse un peu l'ordre établi, et on a l'accouchement de Blanche-Neige qui accouche de 7 enfants. Alors au début, que 6, et après on explique qu'il y en a un 7e, et qui est invisible, et Blanche-Neige et les 7 nains, donc les 7 enfants. Je suis très curieux de voir comment ça évolue, parce que c'est vraiment hyper intéressant, là, cette histoire de paternité, qu'il y en a un qui est invisible, et ben, à cause de ça, bah, il tue des gens, et donc on lui dit, bah, va retrouver ton père il est quelque part, retrouve-le. Vraiment cool, vraiment, là les deux histoires étaient vraiment cool, j'ai adoré le moment où en fait on nous explique que le petit chaperon rouge, c'est pas le petit chaperon rouge, et qu'en fait c'est Baba Yaga qui a pris son apparence, et qu'elle affronte la méchante sorcière de Hansel et Gretel, et qu'elle se fait poutrer la gueule, qu'elle lui dit non mais toi Baba Yaga, tout le monde parle de toi, mais c'est pas parce que tout le monde parle de toi que t'es super forte. Moi par exemple, une fois dans ma vie on en parlait de moi, Hansel et Gretel, le reste du temps, inconnu, mais c'est parce que je le voulais. Et en fait, tu comprends que c'est une putain de sorcière de fou furieux, mais c'est juste, elle voulait rester incognito. Et je trouve ça trop génial, j'ai adoré. Franchement, Fable, super bien. Vivement les prochains tomes, mais je crois qu'il y aura qu'un seul tome à la fois dans les prochaines salves et vagues des Urban Nomades. Et la prochaine, elle est dans pas tout de suite, donc je suis un petit peu dégoûté, mais bon, il y aura Preacher, il y aura d'autres séries, donc je suis quand même très content. Je vous mettrai le planning là, des prochaines sorties qui va s'afficher ici normalement, si j'y pense quand je fais le montage. En tout cas, Fable, très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, le format nomade, ça va. Franchement, je pensais que j'allais vraiment pas aimer, et finalement, très très bon format. Désolé, j'ai plus de batterie, donc bah, je vous dis au revoir dans le noir. Donc avant de se quitter, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram, et j'en passe, et des meilleurs. Et bah sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.